Merci. Une remarque à propos de l'intervention d'Aline Caillet. Merci beaucoup pour ces pistes, surtout celle de Thiel Röskens avec son plan de situation que je ne connaissais pas. Vous avez opposé à juste titre cette démarche de Vasset et de Röskens, une démarche d'arpenteur systématique en quelque sorte à celle du flâneur. Mais je me demande si dans le domaine des friches, des terrains vagues, il n'y a pas encore un autre type de promeneur urbain contre lequel se profile cette démarche. C'est le rôdeur, celui qui est forcé en quelque sorte de se rendre aux friches, aux terrains vagues, comme par exemple dans le livre Paris insolite de Jean-Paul Kléber ou dans Les ruines de Paris de Jacques Prévert. Je ne sais trop quoi répondre parce que je n'ai pas spécialement réfléchi à cette question, puisque moi ce qui m'intéressait c'était de voir aussi le rapport à la question du savoir et comment aussi, si j'ai aussi relié à la question de la flânerie, c'est que dans un projet plus général, qui est mon propre projet de recherche, c'était d'essayer de voir comment la flânerie était un mode privilégié de connaissance et donc portait en lui-même aussi un modèle de connaissance critique chez l'école de Francfort et chez Krakauer, comme mode d'investigation de la ville moderne. Et donc, du coup, ça ne vous aura pas échappé, mon passage était d'essayer de voir comment ce type d'enquête pouvait du coup prendre dans le relais, d'une certaine manière, de ce modèle théorico-pratique de la flânerie dans un modèle au sein de ce que serait une théorie critique. Donc voilà, donc je ne sais pas trop quoi répondre. En tout cas, les rôdeurs, ils sont très présents. Alors, j'avais écarté de mon corpus finalement, qui était présent initialement, le livre de Zone de Jean Rollin, et ça m'intéressait particulièrement aussi parce que la clôture, puisque la clôture en fait recoupe exactement le même territoire aussi que celui de Vasset dans un livre blanc. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi, après on rentrerait dans des sous-spécifications, mais c'est très fantomatique chez Vasset, donc on voit bien aussi le rapport à la cartographie qui est très présent, qu'il n'y a pas vraiment chez Rollin. Et en revanche, le récit de la clôture est peuplé justement de ces rôdeurs, de ces gens qui habitent encore, la zone. Pour moi, on est aussi dans un rapport aussi au passage, puisque j'habite aussi à côté de la rue de la Clôture, donc c'est ça aussi qui m'a fait m'intéresser aussi à ce territoire, puisque j'y vis et j'y ai vu aussi cette transformation. Et voilà, que j'essaie de figurer en disant simplement que justement cette zone a fait l'objet de toute l'attention aujourd'hui, parce que précisément on y éradique les rôdeurs et les migrants aussi beaucoup. Moi, je veux bien intervenir parce que je travaille beaucoup sur le street art et donc il y a beaucoup, bien sûr, évidemment, des questions de friches. Alors, il y a les rôdeurs, mais justement, il y a tous les street artistes qui investissent les friches de façon systématique, qui ont des cartographies, ce qu'on va appeler des spots après, qui forment des réseaux, des circuits qui après deviennent d'abord des circuits touristiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils contribuent, malgré eux, si je puis dire, c'est un petit peu ce qu'on voyait à Marseille, ils contribuent malgré eux à la transformation d'espaces, on va dire, abandonnés en gentrification. Parce que du coup, il y a une reconnaissance de leurs pratiques qui se font. Et par exemple, cela s'est vu très clairement à Berlin, où par exemple des friches sont devenues des objets de promotion immobilière. Et les promoteurs ont voulu garder des fresques de street art comme argument de vente pour les appartements témoins. Au point que, surtout c'était l'artiste Blue, il a lui-même passé ses œuvres noires afin de ne pas donner l'argument à la promotion immobilière. Bon. Donc il y a des phénomènes très très complexes là. Et alors, il y a les enquêtes, on va dire, des intellectuels comme nous, mais il y a tous les enquêtes des agents immobiliers très efficaces qui sont faites par hélicoptère. Google, ça sert à ça en grande partie, et qui repèrent justement. Alors eux, ils rôdent à leur façon, mais ils rôdent avec des drones et avec des hélicoptères pour investir justement effectivement ces friches comme lieu de, je sais pas, nouvelle urbanité. En tout cas, ce ne sont pas des nouvelles relations humaines.
Valérie, et après, on stoppe pour aller manger. Voilà. Ok, merci. Merci. J'ai une question, c'est surtout pour la première intervention, l'intervention de Daline, je me permets. Alors, vous avez parlé du flâneur, de l'arpenteur. Alors, on sait que finalement, écrire n'a plus rien à voir peut-être avec signifier, comme disait Deleuze, mais en cartographie des territoires inconnus ou des laissés oubliés. Et je ne peux m'empêcher de vous poser la question relative à une revisitation, sinon une invention, voire une concurrence à l'urbanisme. Est-ce que vous pensez finalement que cette manière d'arpenter les villes, des coins oubliés, ne serait pas une manière de concurrencer l'urbanisme ou de proposer un autre plan de ville? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je le dis? Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu le sens de ma question. Je vais essayer de répondre rapidement. C'était le sens de ma question et mon intervention ce matin dans la première partie. C'est que je pense qu'il y a les deux. Et qu'il y a beaucoup d'arpentage, et Christophe vient d'en donner un exemple aussi, qui peuvent à tout moment servir d'alibi, en fait, pour des reprises et prêter finalement le flanc à des transformations urbanistiques. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'était plutôt comment, là, les récits que j'ai présentés valent comme récits de résistance. Et finalement, en consignant, ne serait-ce qu'en consignant avant tout une mémoire des lieux. Parce que moi, ce qui me frappe dans les lieux sur lesquels je travaille, c'est à quel point on veut éradiquer la mémoire ouvrière de ces lieux et comment finalement la transformation de l'espace affecte aussi un rapport spatio-temporel et donc c'est-à-dire aussi un rapport au temps et à la mémoire des lieux. Et la friche, pour moi, est le symbole de ça. Donc je pense qu'effectivement, on revient sur ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire le caractère ambivalent aussi de ce que veut dire un artiste qui va explorer les friches et qui va dans les marges des villes. C'était plutôt une question pour Christophe Genin. J'ai tout à fait apprécié là, tous tes développements sur la chasse. Bon, donc cette distinction entre la méthode, procès ordonné, et d'autre part la trouvaille. Mais bon, est-ce qu'il faut vraiment trop durcir la dichotomie? Est-ce que le propre finalement je dirais presque plus de l'art moderne, alors pour l'art contemporain ça sera un autre problème, mais est-ce que le propre de l'art du XXe siècle, chez Miro qui ramassait un bout de ferraille sur le bord d'un chemin, chez les surréalistes qui pratiquaient le cadavre exquis, c'était pas finalement d'essayer de définir des méthodes pour produire justement le kairos, la trouvaille. Et donc finalement il y aurait une méthode mise en place en particulier par les artistes du XXe siècle pour faire émerger, pour qu'il y ait une irruption finalement de la trouvaille. Entièrement d'accord. Je souscris. Non, là, je forçais le trait justement pour faire apparaître le rapport de force qu'il peut y avoir dans l'enquête, qui est apparu dans toutes ces premières communications, quoi. Donc du coup, effectivement, j'étais amené à passer au crible pour faire apparaître ça, mais ce que tu dis est très juste. Hein. Bon, ça c'est. Et puis alors, bon, j'ai pas du tout développé le rapport à la poétique, mais il est clair que. Enfin, surtout, par exemple, l'essai de Hölderlin sur l'expérience poétique, qui est une seule phrase de 3 pages, est pour un peu paraphraser Valérie, c'est une tentative pour essayer d'analyser l'arrivée du premier vers, qui se donne comme une trouvaille ou une inspiration. Mais par exemple, Hölderlin essaye de refaire toutes les conditions psychologiques et mentales qui peuvent arriver à faire cela d'une façon... j'allais dire quasi démentiel, c'est peut-être pas un hasard si après il est devenu fou, mais pour montrer justement que ce qui se donne comme une trouvaille, voilà, ça se donne comme une trouvaille, donc cette forme pronominale, elle peut elle-même avoir donc un processus, et effectivement, l'art contemporain, mais même peut-être l'art romantique déjà, essaye de reconstruire ce cheminement, et de toute sorte qu'il n'y a pas cette, ce conflit ou cette dichotomie qui, faut pas l'oublier. Bon là, j'ai pris volontairement, j'ai pris le point de vue du philosophe
bon, qui fait passer le poète ou l'interprète comme un peu un bonnet, hein, voire plus ou moins un trompeur, mais que toute notre réflexion contemporaine d'esthéticien, c'est d'essayer de décentrer et notre regard et notre parole en essayant de parler depuis d'autres sources que disciplinaires. C'est pas une question, c'est juste un tout petit commentaire à propos de ce que a dit Aline, effectivement, et je remercie les deux communications qui étaient tout à fait intéressantes. Les quartiers populaires dont la Joliette faisait partie autrefois, effectivement, ont fait l'objet d'une gentrification et qu'on pourrait appeler, pour ne pas reprendre un néologisme américain, je dirais, ou nord-américain, une boboisation, parce que là, c'est très clair. Et par ailleurs, ça vient réaffirmer ce qu'a dit Christophe, c'est-à-dire que la friche, aujourd'hui, est vue comme un objet vintage. Et autrement dit, c'est un objet marketing pour montrer effectivement les vestiges, soi-disant, d'un passé, mais d'un passé qui a complètement été détourné et dont on n'a plus simplement qu'une espèce d'image très lointaine. C'était tout. Merci en tous les cas. Non, je voulais juste ajouter que, non, très rapidement, je voulais juste ajouter que je trouve parfois la notion de gentrification, de boboisation un petit peu réductrice parce que elle figure finalement l'idée que finalement des populations cibles dont nous faisons partie d'ailleurs viennent investir des lieux. Je pense que sur des lieux comme Joliette, et c'est le cas aussi à Pantin, hein, ça devient des places financières. Et je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire que Joliette, aujourd'hui, c'est les banques. Ce sont les banques. Ce sont des très, très grosses places financières. Pantin, c'est renouvelé par le siège social de la BNP. Et donc, ça, c'est autre... Et ça, c'est plus la question des Global Cities de Saskia-Sassen. Et donc, qui est une ère, une reconfiguration de la ville à l'ère de sa mondialisation et de la ville qui n'a plus besoin d'investir le centre parce que précisément, elle est déconnectée du territoire urbain et de la banlieue immédiate. Et comme les villes globales communiquent entre elles de métropole à métropole, elles sont déconnectées, elles sont finalement hors sol, mais le hors sol, c'est un sol qui est la friche et d'une mémoire et des récits et des habitants. Donc je pense que la notion de mondialisation et des global cities est importante à ajouter. Ouais. Mais on en... Juste... Aussi. Mais pas que. Mais c'est aussi un lieu de résistance. Par exemple, il y a un street artiste qui s'appelle Artiste Ouvrier, qui systématiquement investit les lieux de mémoire ouvrière et qui, par ses œuvres, son insistance, sa persévérance et aussi l'aide d'associations ouvrières ou de syndicats, arrive parfois à sauver ce qu'on appelle aujourd'hui du patrimoine industriel ou du patrimoine ouvrier. Ce sera le dernier mot de la matinée.